Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude.
La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit. À l'époque des missions Apollo, les astronautes qui revenaient de la Lune ont affirmé que la poussière lunaire, cette poussière grise semblable à du sable, qui recouvre une grande partie de la surface du satellite, sentait et avait le goût, oui, ils l'ont vraiment goûté, de la poudre à canon. Mais la poussière de Lune n'a rien à voir avec la poudre à canon. Environ la moitié de sa composition est du dioxyde de silicium vitrifié, provenant d'impacts de météorites. Elle frappe la surface de la Lune à des vitesses incroyables. Waouh! La température élevée transforme le sol en verre et l'impact le brise juste après, créant cette poussière grise et collante. Le reste des ingrédients de la poussière de Lune sont des minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium, tandis que la poudre à canon à l'ancienne se compose principalement de salpêtre, de charbon et de soufre. En d'autres termes, la poussière de Lune ne devrait pas sentir la poudre à canon, mais c'est pourtant bien le cas. Par ailleurs, lorsque les astronautes en ont ramené des échantillons sur Terre, il n'y avait plus d'odeur du tout. Une explication pourrait être le fait que la surface lunaire s'apparente d'une certaine manière au désert de sable sur la Terre, comme celui du Sahara. Il est extrêmement sec et aride. Lorsque tu renifles l'air dans un désert, tu ne sens rien. Mais si tu te fais surprendre par la pluie là-bas, l'humidité fera remonter toutes sortes d'odeurs du sol qui étaient auparavant piégées dans le sable sec. Il pourrait se passer quelque chose de similaire avec la poussière de Lune. Lorsqu'elle se trouve à la surface de celle-ci, elle ne sent rien du tout, même si les astronautes ne pouvaient pas la renifler avec leur combinaison spatiale, bien entendu. Mais lorsqu'elle a été ramenée à l'intérieur du module d'alunissage, la poussière est entrée en contact avec l'humidité de l'air et a commencé à émettre son odeur étrange. Une autre raison à cela pourrait être une réaction de la poussière de Lune au vent solaire. Les particules ionisées du Soleil frappent la surface de la Lune et y demeurent.
Il n'y a pas d'atmosphère épaisse pour la protéger de ces ions, de sorte qu'ils voyagent librement jusqu'au sol. Ils sont très légers et peuvent donc s'envoler au moindre impact. Ainsi, lorsque les astronautes ont apporté ces échantillons de poussière de Lune à bord du module d'alunissage, les particules ont pu commencer à se déplacer et à dégager cette odeur spécifique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi ces échantillons n'ont pas gardé leur odeur lorsqu'ils ont été ramenés sur Terre. Comme ces particules sont si légères, elles ont pu s'échapper des échantillons dès qu'ils ont été ramenés à bord du module, et lorsqu'ils ont été placés dans des récipients hermétiques, il ne restait que peu ou pas d'ions sur eux. Une autre explication est que ces récipients hermétiques n'étaient pas si hermétiques que ça après tout. La poussière de Lune est essentiellement composée de très petits cristaux, aux bords extrêmement pointus. Contre toute attente, ils auraient pratiqué de minuscules entailles dans les joints, laissant entrer l'air et l'humidité, et les particules ionisées se seraient donc échappées des conteneurs. Les scientifiques pensent qu'ils devraient étudier cette poussière sur la surface de la Lune elle-même, afin de comprendre ses propriétés. Il y a des centaines de milliers de cratères à la surface de la Lune, produits par la chute d'astéroïdes. Mais l'un d'entre eux a attiré beaucoup d'attention. Il s'est avéré être non seulement un cratère d'impact, mais également un tube, ressemblant à l'entrée d'un réseau de grottes. Les scientifiques ont détecté une forme d'écho spécifique qui suggère qu'une zone creuse se trouvait en dessous. Ils ont également découvert des motifs d'écho similaires à quelques endroits proches du trou. Il pourrait donc y avoir d'autres tubes lunaires. Mais celui-ci, en l'occurrence, pourrait accueillir un terrain de football tout entier. Les chercheurs pensent que la surface pourrait abriter un vaste monde géologique. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même un futur port en raison d'une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, en raison des conditions qui règnent sur le satellite. Des températures extrêmement variables, une faible atmosphère, pas de champ magnétique pour protéger la vie de choses comme les radiations ou le vent solaire. Les astronautes portent des combinaisons spatiales, mais elles ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes. Un tube de lave, lui, le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un dôme au-dessus d'elle. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut enfin se vider. Et c'est ainsi qu'apparaît un tube creux. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que ceux que l'on trouve sur la Lune. En 1178, je n'étais pas encore né, au moins 5 personnes en Angleterre ont affirmé avoir vu la Lune se fendre en deux depuis son bord supérieur. Elle avait la forme d'un croissant au moment de l'événement. Lorsque la fente s'est élargie, du feu a commencé à en sortir. Le moine qui en a fait la chronique l'a décrit ainsi. Une gerbe enflammée a jailli, crachant du feu, des charbons ardents et des étincelles. Ensuite, la Lune a commencé à se mouvoir et à palpiter. Mais elle s'est rapidement arrêtée et a pris une teinte légèrement plus foncée. L'événement n'a cependant pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Des chercheurs ont étudié cette chronique et ont découvert qu'il y avait un énorme cratère de 22 km de large sur la surface de la Lune, à peu près à l'endroit décrit dans le manuscrit. Seul un très gros astéroïde aurait pu laisser une telle marque sur la face du satellite. Et lorsqu'ils l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il était assez récent pour un événement cosmique. En fait, il aurait pu apparaître il y a environ 800 ans. Mais dans ce cas, des millions de fragments de l'astéroïde et de la Lune auraient également dû frapper la Terre. Et les gens auraient alors assisté à une incroyable pluie de météorites. Elle aurait été très brillante, et les souvenirs de cette pluie auraient été certainement consignés dans les archives. Mais cela ne s'est pas produit. De plus, de nombreux scientifiques affirment que ce cratère n'est pas aussi jeune qu'il n'y paraît. La théorie la plus répandue et la plus plausible est qu'il est entre 1 et 10 millions d'années. S'il était apparu aussi récemment qu'il y a 800 ans, certaines parties de la surface de la Lune à l'intérieur et autour du cratère auraient été encore chaudes en raison de l'impact. L'explication la plus probable de ce qui s'est réellement passé en 1178 est que les observateurs ont eu la chance de voir un astéroïde tomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère de notre planète. Le spectacle aurait été incroyable. Et vu sous un certain angle, l'explosion de l'astéroïde aurait vraiment pu donner l'impression que c'était la Lune qui entrait en éruption. Cela expliquerait pourquoi il y a si peu de témoins du phénomène. L'endroit d'où il était possible d'y assister, tel qu'ils l'ont décrit, ne s'étendait que sur quelques kilomètres. Quant aux événements avérés sur la Lune, de l'eau et de l'oxygène y ont été découverts de façon inattendue il n'y a pas si longtemps. L'eau aurait pu être amenée sur le satellite par des astéroïdes frappant sa surface. Beaucoup d'entre eux transportent des molécules d'H2O, et celles-ci sont laissées sur la Lune en quantité infime après l'impact. Mais il n'y a que très peu d'eau. En comparaison, même le désert du Sahara en contient plus que toute la Lune. L'oxygène est également présent sous forme de molécules éparses flottant autour de la Lune. On ne peut donc toujours pas y respirer. C'est le vent solaire qui les a amenés.
Ces vagues d'énergie en provenance du Soleil voyagent à des vitesses ahurissantes à travers l'espace, arrachent l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transportent au loin. Finalement, le vent chargé de ces molécules d'oxygène atteint la Lune. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La Lune commence à rouiller. Il y a beaucoup de fer dans le sol lunaire, et lorsqu'il est exposé à l'oxygène et à l'eau, il rouille naturellement. Certaines parties de la Lune sont même déjà devenues légèrement rougeâtres. Ce sont les régions où il y a la plus grande concentration de ces molécules. Si le processus se poursuit suffisamment longtemps, dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orangée. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient précisément de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers et des milliers d'années, quand il s'y trouvait des rivières et des mers remplies d'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les observer lorsqu'elle est en forme de croissant. Des flashs étincelants vont et viennent très rapidement, presque comme la foudre. Et c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, des éclairs électriques. Ce sont les forces de marée qui en sont responsables. Elles provoquent une accumulation de contraintes physiques dans la roche. Cela peut produire un champ électrique, lequel génère ces éclairs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes. À quoi ressemblerait la Terre si elle était la seule planète du système solaire? Et qu'arriverait-il à notre planète si la Lune disparaissait? Et que se serait-il passé si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints? On connaît bien l'histoire. Il y a plus de 66 millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. Près de 75% des créatures qui peuplaient la planète à cette époque, dont les dinosaures, ont été anéantis lors d'une extinction massive. Tyrannosaures, Triceratops, Vélociraptor, tous disparus. Mais grâce à cela, c'est nous qui sommes en vie. Selon la science, l'espèce humaine s'est développée de manière plus sûre sans ces créatures gigantesques qui nous auraient pourchassés. Mais que se serait-il passé si cet astéroïde s'était écrasé sur le sol à quelques kilomètres de l'endroit où il est tombé? À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Imagine que tu marches dans la rue vers ton supermarché local et que tu croises un T-Rex de la taille d'un camion. Est-ce que cela pourrait arriver dans un univers alternatif? En réalité, les dinosaures auraient dû survivre à bien plus d'un astéroïde pour vivre encore de nos jours. Il y a environ 55 millions d'années, les températures de la planète ont augmenté. Le climat est devenu plus chaud qu'aujourd'hui, de 8 degrés Celsius. Les forêts tropicales ont prospéré et la végétation était abondante. Dans ce scénario, les dinosaures herbivores auraient probablement prospéré. Mais ils auraient commencé à avoir une apparence un peu différente. Les plantes qui poussaient à cette époque n'étaient pas très riches en nutriments. Cela signifie que les dinosaures auraient probablement rétréci, n'ayant pas l'énergie nécessaire pour grandir jusqu'à leur taille maximale. Puis, il y a environ 34 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont séparés, ce qui a entraîné un climat plus frais et plus sec. Pendant cette période, les dinosaures à longues pattes auraient été les seuls à survivre. À cette époque, les animaux devaient parcourir de longues distances pour chasser, car les saisons ont commencé à affecter la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Par rapport aux mammifères de cette période, les dinosaures auraient eu des avantages considérables, comme un plus grand nombre de dents ou une meilleure vue. Quant aux mammifères, certains d'entre eux n'auraient probablement jamais évolué. Ils auraient d'abord été le petit déjeuner des dinosaures. Au fait, savais-tu que certains dinosaures vivent encore parmi nous aujourd'hui? Pense aux pigeons, ou aux oiseaux en général. Ils ont tous évolué à partir de dinosaures. Maintenant, tu as sans doute déjà entendu dire que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau. Si c'était vrai, que se passerait-il si nous en utilisions 100%? Serais-tu capable de composer une symphonie? Deviendrais-tu un génie de la tech et pourrais-tu créer du jour au lendemain une entreprise à plusieurs millions de dollars? Commençons par rétablir la vérité. Non, nous n'utilisons pas que 10% des capacités de notre cerveau. Cette idée reçue a été fortement popularisée par les films, mais elle n'est pas exacte. La vérité est que la plus grande partie de ton cerveau est active à tout moment. Mais toutes les parties ne fonctionnent pas simultanément. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre. Cela étant dit, les neurologues expliquent que tu ne voudrais pas utiliser 100% des capacités de ton cerveau en même temps. Ton corps n'aurait tout simplement pas assez d'énergie pour cela, ce qui signifie que tu aurais tout le temps faim. Imagine le nombre de calories que tu devrais consommer pour que cela fonctionne. Tu serais également limité par les besoins fondamentaux de ton corps: respirer, digérer les aliments et faire circuler le sang. Si tu utilisais toutes les capacités de ton cerveau en permanence, tu serais tout le temps fatigué. Ce serait pire que de courir un marathon sans aucune préparation. Ton cerveau aurait besoin de tout le sang dont tu disposes, ce qui signifierait moins d'oxygène pour tes poumons. Plusieurs de tes organes commenceraient à s'éteindre un par un.
En un mot, ce serait fatal pour ta santé. Au fait, certains chercheurs ont estimé que plus de 60% du cerveau est composé d'une substance que l'on appelle la matière noire neuronale. En d'autres termes, cette matière noire est constituée de neurones qui n'ont pas de fonction apparente ou qui ne répondent pas tout simplement aux stimuli courants. Les marathons font partie des plus grands exploits d'endurance au monde. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu décidais de courir un marathon sans aucun entraînement ? Les statistiques sont accablantes. Près de 50% des participants abandonneraient la course avant de franchir la ligne d'arrivée. Un marathon ordinaire fait 42 km de long. Et si tu n'es pas habitué à l'activité physique, c'est un défi de taille. Tu serais probablement capable de courir le premier kilomètre sans problème grave, mais en respirant bruyamment et fortement par la bouche. Au 5e kilomètre, ta température corporelle monterait en flèche et tu aurais l'impression d'avoir une légère fièvre. Tu abandonnerais très probablement à ce stade. Mais si tu décidais de continuer, tu devrais tromper ton esprit et ton corps pour courir les 37 km supplémentaires. Au 32e kilomètre, tu atteindrais ce qu'on appelle le mur. Ton corps aurait brûlé toutes tes réserves de glucose et tu serais extrêmement fatigué. Même les coureurs expérimentés passent souvent par cette étape. À la fin du marathon, tu te promettrais de ne plus jamais faire ça. Tu quitterais la course avec au minimum quelques crampes et l'envie de dévorer le plus de nourriture possible. Maintenant imagine ceci, la nuit est belle et claire. Il n'y a pas de nuages et tu peux voir deux des planètes les plus brillantes du ciel qui scintillent là-haut. Ce sont Mars et Vénus. As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si la Terre était la seule planète du système solaire ? Si les autres planètes n'existaient pas, les choses seraient différentes pour notre Terre. Les planètes du système solaire travaillent de concert, se maintenant les unes les autres dans une certaine position grâce à leur force gravitationnelle. Maintenant, si Mercure ou Vénus cessaient d'exister, la Terre dériverait plus près du Soleil. Notre température atmosphérique deviendrait similaire à celle de la surface de Mercure, soit 430 degrés Celsius. Cela rendrait la vie sur Terre impossible. Mais si Jupiter ou Saturne disparaissaient, la Terre dériverait très probablement encore plus loin du Soleil, et sa température descendrait en dessous de moins 130 degrés Celsius. Si la vie parvenait à se maintenir dans de telles circonstances, elle serait probablement aquatique. La position de la Terre dans le système solaire n'affecte pas seulement toute forme de vie, mais elle dicte aussi les saisons, la longueur des journées et la durée d'une année. Et si, en plus des planètes, la Lune disparaissait, que se passerait-il si un beau jour notre satellite s'évaporait tout simplement ? Cela aurait des conséquences catastrophiques. La Lune a une grande influence sur les marées de la Terre. Dans un monde sans Lune, les marées diminueraient d'environ 75%. Cela affecterait grandement les crabes, les moules et les escargots de mer qui vivent dans les zones de marée. Cela perturberait donc le régime alimentaire des animaux plus gros. Finalement, cela affecterait des écosystèmes côtiers entiers. Le climat de la Terre changerait aussi. Les marées et les courants aident à mélanger l'eau froide de l'Arctique avec l'eau plus chaude des tropiques, stabilisant ainsi le climat dans le monde entier. Les prévisions météorologiques deviendraient presque impossibles. Et la différence de température entre les endroits les plus chauds et les plus froids de la Terre deviendrait extrême. L'absence de la Lune influencerait également l'inclinaison de la Terre. Actuellement, la Terre est inclinée sur son axe à un angle de 23,5 degrés, principalement à cause de la gravité de la Lune. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait entre 10 et 45 degrés. Les scientifiques pensent que même une légère différence dans l'inclinaison de la Terre pourrait provoquer d'énormes changements, comme une période glaciaire. En plus de cela, un ciel sans Lune bouleverserait la vie de nombreux animaux nocturnes. Les papillons de nuit ont évolué pour se diriger en utilisant la lumière de la Lune et des étoiles. Les bébés tortues utilisent la lumière de la Lune pour trouver leur chemin vers l'océan. Différents animaux comptent à la fois sur l'obscurité et sur une petite quantité de lumière lunaire pour chasser efficacement. Et maintenant, que dirais-tu de voyager dans le temps et d'imaginer ce qui se passerait si tu vivais en Égypte ancienne ? Cette civilisation a perduré plus de 3000 ans. On doit aux anciens Égyptiens la construction de certains des symboles les plus reconnus au monde. Les pyramides de Gizeh. Si tu avais vécu en Égypte ancienne, tu aurais été témoin d'une époque d'énormes percées scientifiques et mathématiques. Les anciens Égyptiens s'organisaient en structures sociales strictes. Tu aurais donc probablement dû t'intégrer dans l'une d'entre elles. Tu serais né ouvrier, fermier ou spécialiste, c'est-à-dire soldat, marin ou précepteur.
Ou bien tu aurais fait partie de l'élite égyptienne. Si tu avais été fermier, tu aurais probablement vécu dans une maison faite de briques de terre. Tu aurais eu un four en pierre et tu aurais conservé tes aliments dans une fosse creusée dans le sol. Tu aurais passé tes journées à t'occuper de champs au bord du Nil, ou du bétail et des canards. Les jours d'impôt, tu aurais emballé une partie de ta récolte et l'aurais apportée au temple en guise de paiement pour l'utilisation des terres. Si tu avais fait partie de l'élite, tu aurais passé la plupart de tes journées à des banquets. Tu serais paré d'or et de pierres semi-précieuses, affichant toute ta richesse. Si tu avais vécu dans l'Égypte ancienne, tu aurais peut-être été l'un de ceux qui ont inventé la table. Et oui, avant les Égyptiens, les tables n'existaient pas. Cette invention est apparue comme un moyen de garder la nourriture hors du sol.